Bonsoir. Donc, on termine ce cours d'intelligence artificielle développementale. C'est la 4e séance et dernière séance. Alors, le plan, donc, je vais commencer par vous présenter ce vers quoi on tend. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je vous ai surtout parlé d'algorithmes et de recherche en intelligence artificielle et en informatique. Ça nous conduit à faire de la recherche en robotique. Donc, je vais vous montrer les robots qu'on développe, en particulier le petit robot en Lego là, que j'ai mis sur toutes mes pages d'accueil. Et puis donc, je vais conclure ce cours en résumant les approches, en reprenant les approches, en tirant les conclusions de tout ce qu'on a dit pendant ces 3 séances. Et puis finalement, donc, on va continuer l'étude pratique dans la suite de ce qu'on a fait jusqu'à présent. En recherche en robotique, alors comme je vous expliquais précédemment, notre approche qui est basée sur un apprentissage à partir des interactions conduit à développer des robots qui sont différents des robots standards, parce qu'on focalise sur les possibilités d'interaction du robot. Donc on est obligé de penser à quelles vont être les primitives d'interaction entre notre robot et notre environnement. Donc ça nous conduit à développer des robots qui sont spécifiques, qui sont un peu différents des robots qu'on trouve dans le commerce. Alors pour ça, les Lego, c'est parfait, parce que ça nous permet de faire de la conception de robots. Donc on fait pas seulement de la conception d'algorithmes, mais aussi de la conception de robots, c'est-à-dire de nouvelles façons de concevoir des robots pour qui puissent répondre à nos besoins d'être dans une logique d'apprentissage par interaction. Alors on a ce robot-là qui évolue dans cet environnement. On essaie actuellement de reproduire l'expérimentation que je vous ai montrée la semaine dernière avec les poissons qui sont dans une espèce d'aquarium. On essaie de les reproduire dans un robot. Alors on a implémenté différents capteurs dans ce robot. Donc il a un système visuel qui reproduit le système visuel que je vous avais présenté la semaine dernière. Donc là, pour ça, on a implémenté une caméra là, qui filme la scène dans un miroir sphérique qui lui permet d'avoir une vision panoramique de la scène. On a un capteur qui détecte les collisions à l'avant, c'est ici. Et puis on a un capteur dessous qui détecte sur quel pavé coloré il est éventuellement. Et donc c'est grâce à ces différents capteurs qu'on a pu mettre, qu'on essaie de reproduire les primitives d'interaction qu'on avait dans le cas des poissons. Donc par exemple, on avait nos agents qui cherchaient à manger les poissons, donc là évidemment ils ne pourront pas les manger, mais au moins grâce au capteur qui est dessous, ils vont pouvoir définir une interaction qui consiste à venir sur un pavé coloré, puis on va pouvoir dire, s'il réalise cette interaction, s'il fait un pas et qu'il arrive sur un pavé coloré, on va lui donner une récompense, on va associer une valeur positive à cette interaction qui va donc reproduire le comportement qui va donc entraîner le fait qu'il va reproduire le comportement de chercher ces objets colorés. Quand il se cogne contre un obstacle, on va mettre une valeur négative, donc quand il avance et qu'il détecte la collision avec son capteur, de façon à ce qu'il apprenne à éviter les obstacles. Voilà, donc c'est un travail en cours de développement, c'est-à-dire certainement que très bientôt on va essayer de faire en sorte qu'il puisse aussi reculer. Donc à ce moment-là, on va aussi sans doute lui mettre un capteur derrière pour qu'il puisse déceler des collisions par l'arrière. Et puis, donc voilà, c'est un travail progressif. C'est au fur et à mesure qu'on développe des algorithmes qui sont capables de faire des comportements de plus en plus sophistiqués, et on est obligé de continuer en parallèle de développer notre robot de façon à ce qu'il ait les possibilités d'interaction qui permettent qui permettent de mettre en évidence toutes les possibilités des algorithmes. Parce qu'en fait, lui, il apprend, comme je disais, il voit son monde qu'à partir de ses possibilités d'interaction. Donc si on développe des algorithmes plus intelligents qui lui permettraient de mieux comprendre le monde, mais qu'il n'a toujours que des possibilités d'interaction rudimentaires, on ne va pas voir les avantages des nouveaux algorithmes. Donc on réfléchit parallèlement à développer le robot et à développer les algorithmes. Alors une démo de ce qu'on est capable de faire à l'heure actuelle. Alors, donc c'est un travail de recherche, c'est fait par un étudiant qui travaille avec moi, Simon Guer. Vous pouvez avoir plus d'informations en voyant son site là. Donc là, c'est après une longue phase d'apprentissage. Donc il a appris à se diriger vers ces objets bleus. Alors ça, c'est ce qu'il voit. Alors en fait, on fait un traitement d'image de bas niveau pour extraire les couleurs intéressantes. Donc
on ne s'intéresse pas aux algorithmes. Enfin, donc on implémente en dur des algorithmes de bas niveau qui vont permettre donc de détecter des objets saillants dans son environnement. Et nous, nos algorithmes d'apprentissage, ils sont au-dessus de ça. C'est-à-dire qu'à partir de ces algorithmes de bas niveau, on génère les interactions primitives, avancées, qui vont se rapprocher d'une cible, se cogner, etc. Et l'apprentissage, c'est un niveau intermédiaire. Ça, c'est ce qu'il voit. Alors là, par exemple, on met un mur là, donc du coup, il ne voit plus la partie bleue là. Il ne voit plus. Et par contre, il a construit une mémoire spatiale, ça c'est sa mémoire spatiale, dans laquelle cette partie bleue, elle y est encore. Donc il sait encore qu'il y a un truc bleu, c'est-à-dire il se souvient qu'il y avait un truc bleu derrière, et là on voit qu'il fait le tour du mur parce qu'il veut aller vers cette cible bleue, parce qu'il veut réaliser cette interaction positive sur la projet de cette cible bleue, réaliser cette interaction positive comme s'il la mangeait. Alors on est en train d'étudier un peu les problèmes que j'avais introduits la semaine dernière, comment faire un système qui comprendrait lui-même qu'il faut contourner les obstacles. Alors disons qu'on n'est pas les premiers à faire des robots qui contournent des obstacles en soi. Tout dépend les contraintes qu'on se pose. Si c'est juste tourner des obstacles, c'est pas très difficile. Mais si c'est apprendre à contourner les obstacles en raisonnant sur les interactions comme on a fait, c'est-à-dire sans présupposer au départ qu'il y a des obstacles qui existent, mais se rendre compte qu'il y a des obstacles qui existent en cognant dedans, qu'il arrive à se rendre compte que du fait qu'ils existent, ça peut expliquer qu'on ne voit plus ce qu'il y a derrière. Ça, c'est un problème plus compliqué. On ne prétend pas avoir complètement résolu encore ce problème. C'est de la recherche en cours. Alors pour l'instant, on met quand même des présupposés, puis on regarde ce que ça donne, et puis voilà, c'est pour vous donner une idée de ce sur quoi on travaille. Vous avez des questions par rapport à ça? C'est la même mémoire que ce qu'on avait vu avant, c'est-à-dire le bleu va disparaître vraiment s'il n'atteint pas. Ouais. Sauf qu'elle est donc plus précise. Hein. Et puis, bon, les algorithmes ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans ce qu'on avait avant, il ne contournait pas les murs. Bon, là, en fait, on associe une forme de répulsion des murs, donc il a tendance à essayer de s'éloigner des murs, mais en même temps que ça se rapprocher d'une cible. Et du coup, bon, en raisonnant sur la mémoire spatiale, il trouve un compromis entre se rapprocher d'une cible et rester écarté des murs. Donc c'est comme ça qu'il génère cette différence. Voilà, donc c'est jusque-là, c'est le point auquel on en est actuellement. L'année prochaine, on aura peut-être des nouvelles choses à vous montrer. Alors pour conclure ces 4 séances, donc je vais situer un peu tout ce que je vous ai montré dans le cadre général de l'intelligence artificielle. Donc il y a une ligne de démarcation qui fait assez consensus dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est la démarcation entre l'intelligence artificielle symbolique et l'intelligence artificielle non symbolique. Donc l'intelligence artificielle symbolique, donc ça date du début de l'intelligence artificielle, hein, donc typiquement les années 70, donc c'est des approches qui nous permettent de résoudre des problèmes prédéfinis et donc qui sont basées sur la notion de symbole physique. Donc ça s'explique comme ça, si vous voulez. C'est comme si tous les éléments, tous les objets du monde avaient une étiquette. Alors, comme si nous, qui concevons le système d'intelligence artificielle, on mettait une étiquette sur tous les objets du monde. Donc cette table d'orientation, là, ça donne une bonne image de ça. C'est-à-dire les étiquettes sont ici, comme si tous les objets du monde étaient étiquetés. Et puis on implémente un agent où l'environnement va passer l'étiquette. C'est-à-dire, bon, typiquement, il y a, mettons, il y a un objet qui est devant lui, on va passer l'étiquette de l'objet. Donc il y a une pomme devant lui, on va dire pomme. Donc l'environnement passe le symbole pomme, donc c'est l'étiquette qui est là, à l'agent, comme une entrée. Puis on va coder dans l'agent une sémantique, c'est-à-dire on va coder la signification, enfin des règles de raisonnement qu'il faudra appliquer là-dessus. C'est-à-dire, par exemple, on va dire, alors il y a aussi des étiquettes fruits, il y a des étiquettes objets mangeables, et puis on va dire une pomme est une sorte de fruit, une fruit est une sorte d'objet mangeable. Et on va mettre une règle du genre, s'il y a un objet mangeable devant moi, alors je vais essayer de manger. Puis donc,
L'agent, quand il va voir l'objet pomme, il va dire ah, c'est une sorte de fruit, donc c'est une sorte d'objet mangeable, donc faire l'action manger. Donc ça, c'est l'IA symbolique. Alors, le problème de ça, évidemment, c'est que ça suppose que nous, on ait mis les étiquettes sur tous les objets du monde, et en plus qu'on ait codé leur signification. De façon à ce qu'une fois qu'on a les étiquettes, une fois qu'on a codé ces règles de raisonnement, il y a un moteur de raisonnement qui tourne et qui va appliquer les règles méthodiquement. Alors ça, c'est vraiment les origines de l'IA, avec tous les succès qu'on connaît, c'est-à-dire c'est en raisonnant comme ça qu'on peut faire des systèmes qui battent les humains, par exemple en jouant aux échecs ou en jouant au Jeopardy, comme Watson, on a dit récemment aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a un jeu d'échecs, on va coder tous les pions, on va dire tel pion est à tel endroit, quoi cette étiquette, c'est une tour, c'est un fou, etc. On implémente des règles qui sont des déplacements des pions, et donc on va avoir un système qui va explorer les différentes possibilités de déplacement, qui vont trouver une solution. Donc là, il y a tous les succès qu'on connaît d'IA, en fait, sont faits comme ça. Évidemment, ce n'est pas ce que nous, on veut faire, parce que le problème de ça, c'est que ça suppose qu'on ait au départ étiqueté tous les objets du monde. Et nous, si on veut faire des robots qui peuvent interagir avec le monde réel, on ne pourra pas étiqueter tous les objets du monde, parce que le monde est infiniment complexe. Donc on ne peut pas, a priori, étiqueter tous les objets du monde. Donc on veut faire des systèmes qui, en explorant eux-mêmes le monde, commencent à catégoriser par eux-mêmes les objets sans qu'on leur donne les catégories, donc les étiquettes sur les objets. Ça, c'est absolument crucial de bien comprendre les différences. C'est-à-dire que, aussi, c'est en faisant comme ça, c'est avec ces méthodes qu'on fait aussi, par exemple, des algorithmes de traduction automatique. C'est-à-dire qu'on va encoder toutes les significations des mots, on va mettre des équivalents des mots d'une norme à l'autre, puis on va dire, bon, bah, s'il y a tel mot, appliquer telle règle de retranscription pour produire une traduction. Évidemment, on voit bien les limites de cette approche. Hein. C'est-à-dire, si vous avez utilisé un système de traduction automatique, vous vous rendez bien compte d'une espèce de processus mécanique qui est appliqué, mais sans comprendre la signification des symboles. On voit bien qu'il manque une couche en dessous, qui est la couche sur laquelle on s'intéresse. Alors au-dessus, donc dans le cas de l'IA non symbolique, donc qui ne présuppose pas les étiquettes des objets du monde, il y a une autre ligne de démarcation qu'on peut faire. Alors celle-là, elle fait beaucoup moins consensus, elle est beaucoup moins claire dans l'esprit de beaucoup de chercheurs et de publications scientifiques entre autres. Alors elle a été étiquetée cognition située par opposition à un apprentissage que je qualifie ici de désincarné, c'est-à-dire un apprentissage dans lequel l'agent n'a pas besoin d'être en prise avec son environnement. Là en fait ça veut dire que là c'est tout ce qu'on a appris dans le cours comme apprentissage par l'interaction, c'est-à-dire ça marche parce que l'agent peut expérimenter, faire des expériences sur l'environnement. Et tout ce qui est en dessous, c'est un apprentissage désincarné où l'agent n'a pas besoin réellement d'être en prise avec son environnement, mais il est juste observateur de son environnement. Et la plupart de la recherche qui se fait actuellement en IA non symbolique, elle est en dessous de cette ligne-là. C'est-à-dire qu'en fait, on implémente un système. Non, je passe. En fait, c'est comme si on faisait une confusion un peu naïve entre perception et input de l'agent. C'est-à-dire qu'on considère les données qui arrivent en input de l'agent comme étant la perception de l'agent. C'est-à-dire comme reflétant, comme étant une représentation du monde. Donc on va mettre en place une expérimentation où on va envoyer des données à l'agent et on va se dire bah, ces données représentent le monde d'une certaine façon. On part de cette hypothèse et donc on va faire des algorithmes qui vont apprendre en enregistrant ces données en supposant qu'elles représentent le monde. Alors que dans le cadre de la cognition située, là c'est une citation de Clancy qui est considéré comme c'est l'article, le livre de Clancy est considéré comme un marqueur de cette séparation. Lui il dit un peu ce que je vous ai dit dans les 3 précédentes séances, c'est que la perception et les actions sont construites, donc naissent ensemble, en même temps, à partir des interactions. C'est-à-dire à partir des interactions, on ne peut pas présupposer que les données d'input sont les perceptions de l'agent, seulement à partir de régularité dans ces expériences d'interaction que l'agent va pouvoir construire une connaissance de son environnement et donc qui va correspondre à une perception de son environnement, mais à ce moment-là, c'est une construction interne de l'agent, ce n'est pas juste les données d'entrée de l'agent qui constituent cette perception.
Alors c'est exactement la ligne de démarcation que nous, dans les précédentes séances, il y a apprentissage par expérience, que j'ai symbolisé par ces deux schémas. C'est-à-dire que l'approche un peu traditionnelle, c'est de dire il y a des données qui viennent de l'environnement vers l'agent, qui représentent l'environnement pour l'agent, et donc l'agent prend une décision à partir de ces données, fait une action dans l'environnement. Alors que nous, on se place dans l'approche inverse, qui est de dire ça part de l'agent fait une expérience dans l'environnement et reçoit des données qui sont le résultat de son expérience. Donc typiquement, on peut imaginer que on est dans un état du monde donné, l'agent puisse faire une certaine expérience qui renvoie dans cet état du monde, il va renvoyer un bit, mettons true, et puis dans les autres états du monde, il va renvoyer un bit false. On peut imaginer que l'agent ait à sa disposition une autre expérience qui, dans le même état du monde, va renvoyer l'inverse. Dans le même état du monde, il renverra false, et puis dans les autres états du monde, il renverra true. C'est-à-dire que l'input qui arrive à l'agent n'est pas du tout une représentation directe de l'état de l'environnement. Alors que quand on est dans ce cadre-là, l'input qui arrive à l'agent est une représentation de l'état de l'environnement. Alors l'intérêt, c'est que, si vous voulez, là ces livres un peu théoriques, ces réflexions théoriques essayent d'expliquer cette différence sur un plan conceptuel, mais là, grâce à cette modélisation concrète, on arrive à mieux expliciter exactement quelle est cette différence. Et donc on a bien vu que cette approche-là, elle est difficile, elle est contre-intuitive. Alors j'ai préparé un autre slide pour essayer d'entendre tout ça. Donc tout ce qui est en dessous de la ligne, donc apprentissage passif, que j'ai appelé donc apprentissage désincarné, c'est comme si, alors on ne passe pas de symboles, c'est-à-dire on ne passe pas des étiquettes, le monde n'est pas étiqueté, c'est-à-dire on n'a pas codé la signification des étiquettes qu'on passe, mais on passe quand même un code qui représente le monde. Ça, c'est l'approche non symbolique traditionnelle. C'est-à-dire que l'environnement passe des observations, c'est-à-dire un code qui correspond. Donc là, j'observe, typiquement, c'est un code qui dit il y a un lac, là, c'est un code qui dit il y a un pont. Même si on n'a pas codé la signification du code, on passe quand même un code qui représente l'environnement. En fait, les algorithmes supposent que la relation monde-observation est statistiquement une surjection, c'est-à-dire qu'ils supposent que pour un état du monde, ça va renvoyer statistiquement, modulo le bruit, modulo les erreurs de perception, toujours la même observation. Et donc on implémente des algorithmes qui supposent qu'un état du monde donné induit une observation donnée, malgré éventuellement on peut mettre du bruit, et puis évidemment l'observation est partielle, on observe tout le monde. Mais malgré tout, on suppose, dans ces algorithmes traditionnels, ce qu'on nous on ne veut pas faire, on suppose que les codes qu'on passe à l'agent représentent quand même le monde. Et donc, nous, en se plaçant au-dessus de cette ligne, alors là, donc, comme je disais, on est... Alors, donc en dessous de la ligne, il y a beaucoup d'algorithmes classiques de machine learning, donc là, les apprentissages par renforcement, les apprentissages par réseau de neurones. Le gros de la recherche qui se fait actuellement en apprentissage artificiel est en dessous de cette ligne-là. Ce que je vous montre, moi, c'est au-dessus et ça reste marginal actuellement. Alors c'est marginal au niveau des algorithmes, mais par contre, c'est pas du tout marginal au niveau de la théorie. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de théoriciens qui nous disent qu'il faut faire comme ça, qui nous disent qu'on ne peut pas confondre perception et input. Alors ça va de la théorie de la phénoménologie, des gens qui invoquent Heidegger, à des choses un peu plus concrètes, les roboticiens qui, pour argumenter dans cet article-là, d'inverser le cycle perception-action, donc c'est tout à fait dans ce qu'on fait. Et puis, on a les travaux de O'Regan et Noé aussi qui parlent de théorie des sensory motor contingency, donc contingence sensorimotrice, qui dit que le but d'un agent, ça ne va pas être d'atteindre un objectif prédéfini, donc un état du monde prédéfini, mais ça va être juste de maîtriser les contingences sensorimotrices, c'est-à-dire en gros maîtriser les possibilités d'interaction avec le monde, jusqu'à ce qu'il devienne un expert de ces possibilités d'interaction avec le monde. Et alors au niveau implémentation,
On a différents travaux, donc je cite les travaux de Sutton et Hall au Canada, l'architecture Horde. On a toute la théorie des systèmes, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez fait on vous a parlé de la théorie des systèmes, du contrôle cybernétique, les mécanismes de régulation proportionnelle intégrale dérivée. C'est toute une approche qui permet de faire des agents dont la valeur d'input n'est pas directement pas l'état du monde, donc ça se situe bien là. Mais par contre, c'est des approches plus traditionnelles qui ne permettent pas quand même de développer des comportements non triviaux, des mécanismes d'autoprogrammation comme j'ai pu vous montrer. Je les cite plutôt pour mémoire. Puis donc, nous, on se situe là. Donc, c'est parmi les rares implémentations qui sont au-dessus de cette ligne. Et donc, entre les deux, je mets le paradigme de validation. C'est-à-dire, ça implique, comme je vous expliquais les semaines précédentes, on va pas chercher à faire les mêmes choses. C'est-à-dire, non seulement on n'a pas le même modèle de départ, mais en plus, nos objectifs ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que là, les objectifs, ça va être d'atteindre un état du monde prédéfini. Nous, comme l'agent n'accède pas aux états du monde, on ne peut pas percevoir les états du monde, on ne peut pas avoir ça comme objectif. Donc nous, nos paradigmes de validation, comme je disais, c'est par une analyse des comportements. Donc c'est en visualisant les traces de comportement de l'agent qu'on va pouvoir dire, bah, voilà, on peut montrer qu'il s'adapte, et par opposition à valider nos algorithmes en montrant qu'il devient plus performant pour atteindre un objectif. Bon, ça rejoint à la fois ces travaux théoriques de Regan et Noé, et les travaux aussi, vous connaissez peut-être, de Pierre-Yves Voudéier, qui est à Bordeaux, qui fait des robots, qui a proposé la notion de motivation intrinsèque dans les robots auxquels on se rattache. C'est-à-dire comment faire des robots dont on a l'impression, quand on les regarde, qu'ils aient leur propre motivation par rapport à des robots qui cherchent à résoudre un problème qui n'a pas de défi. Voilà, donc ça vous donne une vue d'ensemble. Alors c'est juste pour que vous ayez un peu les références dans la littérature qui vous permettent de situer tout ça. Ah oui, alors, pour ceux qui ne seraient pas convaincus qu'on ne perçoit pas le monde comme étant des données d'input, il y a tout un tas d'expériences psychologiques qui peuvent être faites, notamment les expériences de cécité au changement. Par exemple, là, dans cet exemple, ça clignote entre chaque coup de clignotement, il y a un truc grand dans cette image qui apparaît et qui disparaît. Est-ce que vous le voyez? Quand vous ne le voyez pas, c'est... Ouais, c'est ça. C'est un sac qui est posé sur la table. C'est pour illustrer cette idée que si on percevait effectivement en traitant une image qui nous arrivait dans la figure, on verrait ça tout de suite. Mais en fait, comme on ne traite pas l'image, on est juste en train d'explorer la scène, et comme on est en permanence en train d'explorer la scène, et puis qu'on est distrait par ces choses qui apparaissent, on ne se rend pas compte qu'il y a un gros truc dans la scène qui apparaît et qui disparaît. Donc c'est pour ceux qui douteraient de cette approche centrée sur les interactions. Alors il y a tout un tas, on trouve tout un tas d'arguments dont vous pouvez vous prendre sur ce site-là. C'est ce qu'on appelle la cécité au changement, c'est-à-dire le fait qu'on soit aveugle à des gros changements dans des cas de distraction comme ça. Si vous cherchez sur YouTube cécité au changement ou change blindness en anglais, vous aurez plein d'exemples amusants comme ça. C'est ce qui nous incite donc à raisonner autrement dans nos algorithmes d'apprentissage et dire finalement, donc on ne va pas passer des données qui représentent l'état du monde à l'agent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler des expériences d'interaction de l'agent avec son environnement. Donc on va raisonner un peu comme ça. C'est comme s'il faisait différentes expériences qui renvoient donc des données d'entrée, mais ces données d'entrée ne sont pas directement une représentation du monde. Et ce qui va nous intéresser, donc, c'est trouver des régularités dans ces expériences, comme on a vu dans les algorithmes précédents, dans la séance précédente.
Donc ça justifie, si vous voulez, ce que je vous ai présenté pendant les séances précédentes. Donc dans ce cas-là, l'environnement, il passe plus une observation à l'agent, il passe le résultat d'une expérience, et ça commence par l'agent. L'environnement passe le résultat d'une expérience. Alors c'est contre-intuitif, c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que du coup, cette donnée d'input qui provient de l'environnement et qui arrive à l'agent, on n'arrive pas à se la représenter parce qu'elle ne représente pas le monde. C'est une approche contre-intuitive de la modélisation d'un agent. Et donc, on fait des algorithmes qui apprennent à maîtriser les contingences sensorimotrices, comme ça a été dit par Oregon et Minoret, c'est-à-dire qu'ils apprennent à trouver des régularités, à les maîtriser, à les exploiter pour leur compte, sans nécessairement, enfin sans chercher à atteindre un but prédéfini. Alors donc cette contre-intuitivité, là j'ai fait ce petit slide là, pour bien insister là-dessus. C'est un peu comme, on sait que quand on voit le soleil, on a l'impression que le soleil tourne autour de la Terre, mais on sait que c'est pas le cas. Donc depuis Copernic, depuis 1500 et quelques, on sait que en gros c'est la Terre qui tourne autour du soleil, et pas l'inverse. Mais on n'arrive toujours pas bien à concevoir cette contre-intuitivité. C'est-à-dire que nos sens, ils nous disent que le soleil tourne autour de la Terre, et donc chaque fois qu'on a besoin de raisonner, on dit je vais aller voir le coucher du soleil, on dit c'est bien le coucher du soleil, on n'est pas en train de dire c'est quand le plan tangent de la surface de la Terre aura basculé autour du soleil. On ne peut pas s'empêcher en fait de faire référence à notre façon intuitive de comprendre les choses. Donc là on a un peu le même problème, c'est-à-dire qu'on a bien l'impression de recevoir des données qui nous arrivent sur l'état du monde. Et de la même façon que là, c'est une impression trompeuse, ben nous aussi c'est une impression trompeuse en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas des données qui nous arrivent depuis le monde. Il faut arriver à raisonner autrement, et on ne sait pas bien comment raisonner autrement parce que c'est contre-intuitif. Alors en fait, toute la philosophie de la connaissance, comme j'essaie de vous présenter, depuis les Lumières, j'ai cité Kant, Heidegger et autres, nous disent que cette impression est trompeuse, nous disent qu'il ne faut pas suivre cette intuition, en fait la réalité des choses est à l'inverse. En réalité, c'est contre-intuitif. Donc, ce que je vous présente, c'est en parfait accord avec toutes les théories philosophiques, toutes les théories de la connaissance. On est parfaitement dans le cadre de tout ce qu'on sait sur la connaissance depuis au moins 3 siècles. Quoi. Mais par contre, au niveau informatique, on est en complet désaccord avec l'état de l'art de l'intelligence artificielle. Parce que l'état de l'art de l'intelligence artificielle, en réalité, comme je vous disais, elle applique naïvement la vision intuitive, c'est-à-dire elle raisonne comme si les données qui arrivaient en entrée nous informaient directement sur le monde. Voilà, donc en fait, le but là, de mon cours, c'est de vous initier à cette contre-intuitivité, c'est-à-dire à arriver à embrasser, assumer cette contre-intuitivité, c'est-à-dire elle est difficile à expliquer. Vous avez pu voir dans les 3 séances qu'on a eues, les exercices qu'on a fait, on se prend un peu la tête pour des exercices qui semblent simples au départ, parce que c'est contre-intuitif, c'est-à-dire on n'arrive pas bien à se représenter, c'est-à-dire la donnée d'entrée, c'est le résultat de la donnée de sortie, ça ne représente pas vraiment le monde. Donc on a du mal, et c'est pour ça qu'on avance aussi lentement. Et d'où l'importance d'avoir ces modèles mathématisés, formalisés, pour nous aider à manipuler cette contre-intuitivité. Voilà. Alors par contre, les enjeux, donc si on y arrive, si on arrive on peut se dire, c'est comme il a fallu à peu près 500 ans pour que l'idée contre-intuitive que la Terre tourne autour du Soleil se répande dans la société, il faudra peut-être encore un long moment avant que cette idée contre-intuitive de la cognition devienne un peu banale et familière avec tout le monde. Si on y arrive, ça nous permettra d'étudier un niveau de l'intelligence artificielle qui est intermédiaire entre le niveau d'adaptation stimulus-réponse, qui est juste j'ai tel stimulus, je fais telle réponse, et un niveau de raisonnement et du langage, comme je disais, c'est-à-dire le niveau de l'intelligence symbolique. Ce niveau intermédiaire, c'est ce qu'on peut appeler le niveau de la cognition sémantique,
Donc un peu intuitivement, c'est le niveau d'intelligence, l'intelligence d'un animal. C'est-à-dire il n'est pas en train de... Il ne sait pas parler, il ne sait sans doute pas faire de raisonnement complexe, donc il n'est pas là. Mais malgré tout, il est quand même plus intelligent que simplement si c'était une somme d'algorithmes préprogrammés. C'est-à-dire qu'il génère des comportements qui sont pas triviaux. Donc c'est ça, si on arrive à maîtriser cette contre-intuitivité, à continuer à développer des algorithmes dans ce cadre-là, c'est ça que ça nous permettra de faire. Parce que donc, là, en bas, on a les algorithmes un peu classiques. En haut, on a les systèmes à base de règles, ontologie traditionnelle que je vous présentais. Et là, donc, on a ce problème d'ancrage de la connaissance dans l'expérience, c'est-à-dire comment, de manière autonome, construire une connaissance du monde à partir de ces interactions avec le monde. Puis donc, ça nous permet d'avoir cette autoprogrammation, comme on a vu, c'est-à-dire qui fait que les agents vont commencer à développer des comportements qui ne sont pas des comportements d'adaptation triviaux, mais qui sont un peu comme s'ils découvraient des stratégies. Chaque agent pouvait découvrir une stratégie propre à partir de son expérience, une stratégie qui serait pas... Voilà, donc s'il y a des idées à garder, donc c'est pour parvenir à faire ça, donc c'est raisonner en termes d'interaction plutôt que séparer perception et action au départ. Et puis donc raisonner en termes des comportements générés plutôt que de raisonner en termes de données apprises, c'est-à-dire, on peut se dire c'est important d'apprendre des données, mais il faut toujours se poser la question, mais pourquoi on veut qu'il apprenne? Et la raison pour laquelle on veut qu'il apprenne, c'est pour générer des comportements plus intelligents. Donc l'objectif, le paradigme de validation de ce qu'on fait, c'est dans le but de générer des comportements intelligents. Alors évidemment, intelligent comment? Ça oblige à réfléchir à qu'est-ce qu'on va appeler un comportement intelligent, qu'est-ce qu'on va considérer comme intelligent. C'est-à-dire en fait, il va falloir trouver parmi les gens qui font de la recherche dans ce domaine, qui travaillent dans ce domaine, il faudrait qu'il y ait une espèce de consensus qui émerge sur qu'est-ce qu'on va accepter de considérer comme un comportement intelligent. Par exemple, les comportements que je vous ai montrés jusqu'à présent, donc le fait qu'il apprenne à faire une perception active, de toucher devant, toucher à droite, l'expérience que je vous ai montrée, ou le fait que quand on lance le même algorithme dans deux situations différentes, il va développer des comportements différents. C'est le genre de critères qui nous intéressent. Et donc, garder un esprit critique, inventer de nouvelles approches. C'est-à-dire qu'on peut partir du problème général qui est de dire c'est le problème difficile de l'IA, c'est-à-dire la construction de sens, qu'on appelle le hard problem AI. Et il y a différentes façons de l'aborder. Donc il y a la méthode traditionnelle que je symbolise par ça, il y a la méthode que je vous ai présentée là, dans ce cours, que je symbolise comme ça, mais c'est certainement pas la méthode ultime. Je suis pas en train de dire que les exercices que je vous fais faire et le formalisme que je vous présente, ça répondra à tous les problèmes. Il y aura certainement besoin derrière de développer d'autres modèles pour répondre au problème général de l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'était comme ça que je voulais conclure. Après, on va passer aux exercices. Vous avez des questions? Alors, les exercices. Alors, on en était à l'environnement 3. Je vais vous montrer des traces, des exemples de traces qu'on peut obtenir avec l'environnement 3. Alors là, j'ai un petit peu modifié. Je vous avais dit l'environnement 3. Au début, il se comporte comme l'environnement 0, puis après, au bout d'un moment, il se comporte comme l'environnement 1. Alors là, déjà mis au bout de 10 coups, bon là, j'ai fait un exemple avec 5 coups, puis après, au bout de 10 coups, il revient comme l'environnement 0. Ça me permet de générer des traces que je vais vous montrer juste après. Sur l'implémentation, c'est ça. En dessous du pas 5, il se comporte comme l'environnement 1, 0, je fais 1, je reçois R1, je fais 2, je reçois R2. Entre le pas 5 et 10, il se comporte comme l'environnement 1, je fais 1, je reçois R2, je fais 2, je reçois R1. Et au-dessus du pas 10, il revient comme l'environnement 0. Et donc ça permet d'obtenir ces traces-là, donc jusqu'au pas 5. Donc, je vous rappelle, il avait appris. Donc au début, il fait au hasard E1, il reçoit R1, c'est négatif. Il ne sait pas quoi faire, il refait E1, il reçoit nouveau R1, c'est négatif. Il apprend l'association E1, R1, E1, R1.
Et du coup, comme il est dans le contexte où il a fait E1R1, ça réactive ce qu'il vient juste d'apprendre, donc ça réactive E1R1, E1R1, qui dit que dans ce contexte-là, je peux faire E1 à nouveau R1 et j'aurai l'interaction donc E1 R1 qui sera à nouveau négative, donc ça va proposer de refaire E1 avec une valeur négative, donc on a dit dans ce cas-là, on fait l'inverse puisque c'est négatif, donc on fait E2, paf. Et du coup on reçoit R2, du coup c'est positif, on est content, donc on reçoit, on était dans le contexte où on a fait E1 R1, on a appris que dans ce cas-là, si on fait E2, on reçoit R2, et après, là il ne propose rien, mais il continue à faire E2, il est à nouveau content, c'est à nouveau positif, donc là il stabilise sur E2, R2, E2, R2, E2, R2. Il a bien appris à faire l'expérience positive dans ce contexte-là. Et là au pas 5, ah ça change, il continue, il fait E2 dans sa foulée, il reçoit R1, c'est négatif. Alors là il apprend que dans le cas où il avait fait E2, R2, il a refait E2, il a obtenu un R1. Donc c'est un nouveau cas qu'il a appris. Mais ça ne lui donne pas d'indication, donc ça ne propose pas de comportement, donc il continue à faire E2. À nouveau, c'est négatif, donc là, il apprend que quand il a fait E2R1, il peut refaire E2R1, donc il apprend ça. Et là, ça réactive celui qui vient juste d'apprendre, donc E2R1, ça dit, bah, je peux faire E2R1. Et là, E2R1, c'est négatif. E2R1, ouais, c'est négatif. Ça dit, ça propose E2 mais avec un point négatif, donc on fait l'autre, hop, on fait E1, R2, et là on arrive à se restabiliser sur E1 pour avoir des valeurs positives. Et là ça change à nouveau. Donc là il avait fait E1, R2, il fait E1, ah il obtient R1, c'est négatif. Donc il apprend que quand il avait fait E1, R2, derrière, il y a des cas où il peut obtenir E1, R1. Et donc, c'est un peu en contradiction avec ce qu'il allait faire avant. C'est-à-dire qu'il y a deux interactions qui sont activées. C'est-à-dire qu'on est dans le contexte où on a fait E1, R1. Une fois avant, dans ce contexte-là, on avait essayé de faire E2, puis on a obtenu R2. On était content, c'était positif. Mais une autre fois, dans ce contexte-là, on avait essayé de faire E1, on avait obtenu R1. Là, c'était négatif. Et donc, du coup, celle-là, elle dit, dans ce contexte-là, moi, je propose de faire E2 positif. De 1. Et celle-là, elle dit, ouais, dans ce contexte-là, je propose de faire 1 négatif. Alors ça tombe bien, donc comme je disais, dans ce cas-là, il faut les classer du plus fort du plus grand au plus bas. Donc classer, c'est celui-là qui est positif, celui-là est inférieur, c'est négatif. Donc prof, il prend E2, et ça fait E2, R2. Et là, donc il est content. Et là, à nouveau, ça réactive deux expériences différentes. Donc dans le contexte de R2, il y a un coup où il avait fait E2, il avait eu R1, c'était négatif. Il y a un coup où il avait E2, R2. Alors là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que là, il se dit, bah, il y a un coup, quand j'avais essayé de faire E2, j'ai eu un résultat négatif. Et puis là, il y a un coup, quand j'ai essayé de faire E2, j'ai eu un résultat positif. Alors, je fais quoi? Eh bien, c'est là que la notion de poids intervient. C'est-à-dire qu'en fait, on a comptabilisé combien de fois dans ce contexte-là on a eu un résultat négatif et combien de fois dans ce contexte-là on a eu un résultat positif. Là, on l'avait eu une fois, là, on l'a eu deux fois, donc ça, c'est plus fort. Donc, du coup, c'est plus probable que si je fais ce 2, je reçois positif plutôt que je reçois négatif. Donc, hop, je vais essayer de faire 2, et oui, ça marche. Je reçois 1. Donc voilà, donc c'est ce qui nous a permis, grâce à donc, ce mécanisme de poids qu'on avait introduit la semaine dernière, c'est ce qui nous permet de sélectionner, quand il y a une ambiguïté dans les choses qu'il peut attendre, de sélectionner quoi faire. Et donc c'est comme ça qu'il arrive, dans l'environnement 3, à se réadapter. Donc ça, c'était le schéma que je vous avais montré, hein. C'est-à-dire que dans un même contexte, il y a plusieurs séquences qui se réactivent, et donc il faut choisir parmi celles qui sont proposées, donc c'est ce que je viens de dire. Alors, on va en rester là au niveau de l'agent, c'est-à-dire que je vais vous faire travailler là-dessus, jusqu'à ce que vous ayez bien fait cet agent en 3, là, que je viens de présenter, et obtenu des traces un peu dans ce genre-là. Et puis là, on sera content. Je pense que ça vous aura permis d'acquérir les concepts que je veux faire passer. On ne va pas faire d'autres agents. Par contre, on va faire un autre environnement, juste pour vous initier, pour vous montrer ce qu'on aimerait faire derrière. Donc l'autre environnement,
avec l'environnement 4, il retourne R2 uniquement après 2 fois la même expérience. C'est-à-dire qu'il faut, s'il fait E1, la première fois il reçoit R1, s'il refait E1, la deuxième fois il reçoit R2. Et c'est avec les R2 qui seront positifs. Et s'il continue à faire E1, il va toujours recevoir R1, donc il ne sera pas content, il sera toujours négatif. Il faut qu'il change, il faut qu'il refasse un E2, mais la première fois ça va être négatif, R1, et c'est seulement la deuxième fois que ça va être positif. Et après, s'il continue E2, ça va être à nouveau négatif, jusqu'à ce qu'il comprenne que ce qu'il faut qu'il fasse, c'est un E1 qui renvoie un R1 négatif, pour pouvoir derrière faire un E1 qui renvoie un R2 positif. Et après, il faut qu'il alterne, qu'il fasse un E2 qui renvoie un R1 négatif, et ensuite c'est un E2 qui renverra un R2 négatif. C'est-à-dire que la seule possibilité qu'il aura, il sera obligé toujours de faire une action négative pour atteindre une action positive. Donc ce que ça va nous montrer, ça. Donc là, notre agent 3, il ne sera pas capable de trouver la solution qui lui permettra d'optimiser ça. Et ça vous illustre ce qu'on va chercher à faire derrière. Ce qu'on va chercher à faire derrière, c'est étendre la dépendance temporelle. C'est-à-dire que d'une part, le choix qu'il va faire, il va plus seulement être en fonction du coût immédiat, mais il va être en fonction de 2 coups suivants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il sera là, il aura fait E2, il aura eu R2. Il faudra qu'il décide de faire 2 fois de suite E1 pour obtenir du positif. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il soit capable d'anticiper 2 coups plus loin. Donc c'est ce qu'on cherche à faire, hein, c'est à prendre des séquences qui vont anticiper de plus en plus loin. Et en plus, non, c'est tout en fait. Bon, en plus, c'est-à-dire que son contexte, ouais, non, disons qu'il pourrait se baser sur un contexte qui a 2 coups d'historique en fait. Mais même ça marcherait même s'il se base sur un contexte qui a un seul coup d'historique. Donc voilà, donc ce qu'on voudrait juste à terme, c'est pour vous expliquer ce vers quoi on prendra, c'est faire un truc qui soit capable d'anticiper 2 coups plus loin. Donc là, l'environnement, je vous demande de l'implémenter juste pour voir que l'agent 3 il ne sera pas capable de s'adapter correctement à ça. Donc l'environnement, c'est si l'expérience AT-2 est différente de l'expérience AT et que l'expérience AT-1 est égale à l'expérience AT, c'est-à-dire que on a fait la même expérience le coup d'avant, mais une expérience différente le coup de 2 coups avant. À ce moment-là, on a un résultat R2, et sinon on a un résultat R2. Et donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est écrire un rapport qui va avoir cette tête-là. Donc vous avez fait l'agent 1, vous allez m'expliquer un peu le code que vous avez implémenté pour l'agent 1, et vous mettrez les traces de l'agent 1 dans les environnements 0 et 1, avec différentes motivations que vous aurez pu mettre, en montrant donc dans les différents environnements, les différentes motivations, il apprend à faire les interactions positives. Pareil pour l'agent 2. L'agent 2 vous expliquerez un peu le code que vous avez fait, vous montrerez les traces donc, dans l'environnement 0, l'environnement 1, l'environnement 2, avec les différentes motivations, en identifiant les comportements. Alors pareil pour l'agent 3, donc les traces dans l'environnement 0, 1, 2, 3, donc là l'agent 3 il va bien fonctionner, il va être capable de s'adapter dans les environnements 0, 1, 2, 3. Par contre donc, dans l'environnement 4 que je viens d'expliquer, il ne s'adaptera pas bien. Donc je vous expliquerai qu'il ne s'adapte pas bien. Et donc vous essaierez de tirer des conclusions, ce que je vous demande de réfléchir un peu à partir de ça, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez compris de ça et comment vous pensez faire si vous aviez à implémenter un agent 4, quelles sont les pistes que vous exploriez, un agent 4 qui soit capable de s'adapter à l'environnement 4. Oui. Pour l'explication du code, est-ce que les commentaires dans le code, c'est suffisant? Non, vous me faites un petit paragraphe pour expliquer. Alors je ne vous demande pas d'en écrire des tartines. Votre temps est précieux, le mien aussi. Donc inutile d'élaborer. Mais bon, si vous me mettez un petit paragraphe qui explique le code, comment il marche, ouais, c'est ce que je vous demande. Un paragraphe pour expliquer le code et un paragraphe pour expliquer les traces à chaque fois. C'est bon? Très bien. Bah, rendez-vous en salle de TP6, TP7.